Donc, l'idée aujourd'hui, c'est de vous parler du Groenland et de vous donner le goût d'aller dans cette magnifique destination. Donc, je vais me permettre de partager l'écran. Mais avant, peut-être, je laisserai rapidement mes collègues se présenter puis glisser un petit mot pour eux, ça représente quoi ces voyages au Groenland? JP, on t'entend pas, tu es en mute. Parfait. Alors, ce que JP disait. Ouais, ce que je disais, non, avec mes enfants à la maison, c'est toujours mieux de mettre le mute là, pendant quelques secondes avant de parler. Donc, au fait, ce que ça représente, Jean-Philippe Leblanc, je pense que ça fait 16 ans, en fait, que j'étais avec Caroline, 16 ou 17 ans. Mais tout ça pour vous dire que le Groenland, pour moi, c'est c'est la liberté, au fait. Je ne sais pas comment l'exprimer autrement. C'est la beauté, la grandeur, l'immensité des paysages et tout ça, puis je me sens libre là-bas. Fait que voilà ce que j'aime partager avec les voyageurs qui m'accompagnent. Eh bien, moi, c'est Simon Nadeau. Ça fait bientôt une décennie que j'étais avec Caravani. Et puis, pour moi, le Groenland, ça représente l'aventure avec un grand A. C'est une aventure où est-ce qu'on est coupé du monde et puis où est-ce qu'on se sent, où est-ce que moi, je me sens au bout du monde, puis qu'on ne peut pas aller plus loin. Tu sais, c'est là que ça se passe. Euh, donc, pour moi, le Groenland, c'est ça. C'est aussi en même temps un contact privilégié avec mes amis groenlandais qui sont là-bas. Et puis, donc, c'est un retour à des amis, c'est un retour à l'aventure. Et puis, l'aventure nous attend à chaque coup de pagaie, à chaque tournant, à chaque pas. L'aventure est là. C'est ça le Groenland pour moi. Mariana, ton micro est éteint. Mais, merci. Merci pour les partages. Puis justement, avec les belles photos, on va vous expliquer pourquoi les mots liberté et aventure reviennent souvent pour ceux qui s'étendent d'explorer cette belle région. Donc, juste un instant, je vais faire le partage. Des fois, ça prend un peu de temps, donc je vous demande d'être patient. Je ne sais pas qu'est-ce que vous voyez. Attendez. On voit la photo de l'équipe Caravanier dans le PowerPoint. OK, donc je vais arrêter le partage, puis je vais mettre tout de suite, voilà, c'est ça que j'ai cherché. Donc, ça prouve qu'on est des grands aventuriers sur le terrain, mais pas des grands recherchistes sur Internet. OK, là, vous voyez juste Caravanier, n'est-ce pas? Oui, Caravanier, voyager, agir. c'est nous. Excellent. Parfait. Donc, oui, c'est ça. Je sais que la plupart d'entre vous peut-être connaissent Caravanier. Donc, je vais juste glisser un petit mot sur nous. C'est qui, c'est quoi ça, Caravanier? Donc, on est bien sûr une agence de voyage, mais on est aussi un opérateur. Donc, il y a des voyages qu'on peut opérer 100%. Il y a d'autres voyages qu'on a des équipes locales avec qui on travaille. Puis, je vais vous montrer quelques photos. Euh, voilà. Puis Caravanier, en fait, était fondé par Richard et Susan. Là, ça va faire plus de 25 ans, en 1998, qui qui ont fondé Caravanier avec Macalou, c'est la petite chienne de Richard qui venait souvent au boulot. Donc voilà, deux personnes aventureuses qui adoraient voyager, mais qui avaient une intention dans le voyage, puis qui voulaient pas juste faire triper les mondes, puis triper avec leur voyage, mais avait aussi un côté plus humain, un côté des soucis environnementaux. Puis aujourd'hui, on garde encore cette sorte de valeurs. L'équipe Caravanier, c'est vraiment, on est toute une petite équipe au boulot, mais l'équipe Caravanier est assez grande avec toutes les guides et tous les collaborateurs qui sont au Québec et ailleurs. Donc, on est une belle gang plusieurs personnes au boulot. On est peut-être une dizaine. Quelqu'un d'entre nous, comme moi, qui porte les deux chapeaux. On est au boulot pour la vente et les opérations, mais on est aussi beaucoup sur le terrain. Donc, quand vous parlez avec nous, souvent, vous pouvez être certaine qu'on n'a juste pas lu, et on n'est pas juste comme avec une fiche des ventes pour vous dire qu'est-ce qui fait beau. Sinon, souvent, on a vraiment participé au voyage, donc on peut vous parler très, très souvent en première personne.
Ben, je vous parlais au tout début que Caravani a été depuis le début très impliqué, puis très avec un souci important sur la planète. Puis depuis quelques années, on participe pour Planète Air. Donc, on compense toute notre carbone de notre voyage. On sait que c'est la partie où on est. Ben là, justement, Simon participe présentement dans le congrès de la AEQ, donc à l'Association d'écotouristes du Québec. Mais juste pour vous dire que quand vous voyagez avec nous, il y a une compensation qu'ils ont déjà fait parce qu'on sait qu'en partant en voyage, où on pollue le plus en prenant l'avion. Donc, on calcule combien on doit compenser pour cet avion. Puis, cette partie est déjà dans notre prix du voyage. Donc, par exemple, pour le Groenland, c'est autour de $30. Donc, ces $30, nous, on devient un intermédiaire. Donc, on va verser chaque mois à Planet Air, qui font des différents projets autour du monde. Donc, chaque année, on peut les aider à choisir où est-ce qu'on veut que cet argent qu'on avait collecté à travers des voyageurs puisse aller dans différents projets. Puis 1% pour la planète, ça, c'est vraiment une implication de l'entreprise. Donc, on verse à cet organisme 1% de notre chiffre d'affaires à chaque année aussi pour des projets qui sont souvent au Québec, mais qui ont des implications et des impacts positifs pour freiner, par exemple, entre autres, les changements climatiques. Donc, ça, c'est un petit mot. Vous avez vu aussi que c'est Caravani, voyager et agir. Ça, c'est les slogans des Caravani. Donc, on ne veut pas juste faire voyager ou avoir une étiquette d'être une agence d'écotourisme, une agence verte. On veut vraiment passer à l'acte. Donc, on a différentes actions qui ont fait à court terme, à long terme, en petite escale au Québec et ailleurs, pouvoir agir d'une façon pas juste environnementale, mais socialement aussi. On est très impliqué à que tout notre voyage puisse laisser un impact plutôt positif que négatif quand on visite un endroit. Donc voilà, là, on va parler du Groenland. Donc, je vais laisser un peu la parole à JP, à Jean-Philippe. JP, est-ce que tu Ouais. pourrais nous expliquer pourquoi aller dans l'est du Groenland et pas dans l'ouest, par exemple? Ben Quelle oui, idée, ben, ça? tu sais, tout d'abord, là, au fait, ça fait pas loin de. Au fait, ça fait un peu plus que. Je pense que ça fait 20 ou 21 ans que Caravani fait des circuits au Groenland. Ça avait vraiment commencé avec un circuit que Richard avait fait avec Jean-Philippe Bosset, qui est un de nos collègues guides, qui est aussi au Groenland depuis 20 ans. Il habite pas là, mais il est avec nous, qui guide là-bas. Puis le choix qui avait été fait au début, c'était vraiment d'aller vers l'est du Groenland. C'était un peu prémonitoire parce que finalement, la côte ouest du Groenland, qui fait finalement face à l'île de Baffin puis au Canada, c'est le territoire du Groenland où il y a le plus de tourisme d'aventure qui se fait actuellement. Donc, tu sais, c'est là où il y a la capitale Nuuk et tout ça. Donc, c'est vraiment un endroit où les bateaux de croisière vont, où il y a vraiment beaucoup d'Européens qui voyagent et tout ça. Puis la côte est, c'est beaucoup, donc, qui est sur le bord de l'Islande, là, qui fait face à l'Islande, c'est beaucoup plus sauvage, c'est beaucoup moins peuplé aussi. Donc, c'est vraiment cet aspect-là d'isolement, le fait qu'il y a, oui, il y a d'autres touristes qui sont là, je veux dire, il y a d'autres, on n'est pas tout seul là, sur les territoires, mais il y a vraiment cet aspect-là d'isolement. Puis d'encore, je pense que Simon pourrait vous en parler un petit peu plus aussi d'une culture des Groenlandais qui est aussi peut-être plus présente encore. Donc, c'est un peu le choix qui a été fait, c'est principalement pour les questions d'isolement, puis de nature encore plus sauvage que sur la côte ouest du Groenland. Donc, ça a été les deux grandes raisons qui nous ont amenés à proposer différents circuits sur la côte est du Groenland. Donc, c'est ça. Merci. Oui, en effet, donc on est vraiment dans la côte est. C'est pour ça que dans ce voyage, on commence notre itinéraire en Islande. On n'a pas le choix pour se rendre dans l'est du Groenland. Il faut passer par l'Islande. Donc, dans tout notre itinéraire, vous allez voir que tout commence de la même façon. On part du Canada vers l'Islande et de l'Islande, on doit prendre un deuxième vol pour se rendre au Groenland. Donc, dans tout notre voyage, il y a une nuitée avant d'aller au Groenland, en Islande, puis une nuitée aussi au retour avant de rentrer au pays.
Donc voilà, j'ai trouvé ça intéressant de vous partager notre choix, pourquoi aller dans l'Est et pas dans l'Ouest. Puis j'aimerais beaucoup aussi que Simon nous partage un peu c'est quoi arriver à cet endroit qui est beaucoup plus isolé, où il y a une petite communauté. Donc, j'aimerais, Simon, si c'est OK pour toi, que tu nous parles un peu des Kulusuk, puis des Inuits. J'ai quelques photos aussi que je pourrais Oui, partager pendant que tu parles. Merci. absolument. Merci. Euh, quand on passe, on arrive à Kulusuk sur la côte est, on passe la première journée, la première nuit à Kulusuk avant de partir à l'aventure par nos propres moyens. Quand on arrive à Kulusuk, vous arrivez en avion, des icebergs, des montagnes, des îles de roc qui se présentent devant nous. Puis quand on arrive là, on se sent vraiment, en tout cas moi, à toutes les fois que j'arrive, je me sens un peu vulnérable d'arriver là comme ça. Tu arrives au village, la piste d'atterrissage, c'est une piste d'atterrissage de terre battue. Il y a une route dans le village ou qui mène au village, et c'est une route de terre. On marche sur cette route-là jusqu'à temps qu'on arrive, qu'on aperçoive le village, environ 1,5 km plus loin. C'est un village extrêmement coloré, c'est un village de bout du monde et on ressent cet effet-là quand on arrive au village. Quand je dis coloré, coloré, oui, à cause des couleurs des maisons, comme beaucoup de villages là, qu'on voit là, dans le nord, mais surtout coloré à cause des gens qui y habitent. Petite communauté d'environ 200 à 250 personnes. Une partie du village, il y a eu un exode qui s'est fait vers les villages, vers les villes plus grosses un peu dans la région, vers la ville plus grosse un peu dans la région. Mais en même temps, c'est un village qui garde son caractère de chasseur, de pêcheur. C'est pas rare quand on arrive au village de voir des dizaines et des dizaines de phoques qui sont dans le réfrigérateur, qui est l'océan Arctique. Donc, ils sont attachés sur la berge, là, qui attendent juste de se faire dépecer pour donner ça aux chiens ou pour manger. Puis c'est pas rare non plus en même temps de voir des Groenlandais à marée basse en train de dépecer une baleine qui viennent de pêcher pour manger, pour que les villageois puissent manger. Parce qu'il faut savoir que la nourriture arrive par avion ou par bateau au village. Donc, c'est un village qui garde un peu ses traditions de chasse par nécessité. Puis c'est super intéressant de voir ça, puis de constater que oui, ça se fait encore et c'est pas touristique, c'est vraiment leur mode de vie. Euh, c'est un village qui est chaleureux. Les gens sont heureux de nous voir, sont souriants. Euh, c'est un village que quand moi j'y retourne, je retrouve des amis sur place. Puis même que des fois, entre mes voyages, je prends mes vacances dans ce village-là, tellement que j'ai du plaisir à y être. On se sent petit dans ce village-là, pas parce que c'est un grand village, c'est un tout petit village, mais on se sent petit peut-être par la nature grandiose qui l'entoure, autant la mer que les montagnes, que les glaciers qui entourent le village. Fait que c'est ça, Kulusuk. Bah, merci, tu as super bien exprimé. Je pense que j'aurais pas pu faire mieux. Donc, Kulusuk, c'est notre premier contact avec la culture groenlandaise, avec les amis à Simon, mais les amis à Marie-Josée, les amis à JP. Avec les années, on a développé vraiment une belle relation avec eux, une relation de beaucoup de respect mutuel. Donc, on est les invités, puis on veut garder aussi cet aspect d'être les invités. On n'est pas là pour imposer notre façon d'être. C'est quelque chose d'intéressant parce que ça nous permet d'avoir un bel partage. Puis en ça, j'ai justement, avant, Simon surtout a vécu ça, ben, on arrivait là, puis il n'y a pas vraiment des hôtels, il y a un hôtel. Euh, Après, c'est comme des petites maisons où il peut accueillir peut-être quelques personnes, mais pendant des années, on devrait des fois camper dans le village avant de commencer les expéditions. Et il y a quelques années, notre collègue Marie-Josée a décidé d'acheter une maison, puis elle a vraiment tout fait pour que la maison puisse être accueillir, puis recevoir nos invités, nos voyageurs. Puis surtout de la bâtir de zéro. La maison était comme ça quand elle a acheté. C'est des maisons, des fois, qui malheureusement, les personnes partent, puis avec l'hiver, la proximité de la mer, ben, ça détériore très, très rapidement. Donc, Marie-Josée, ça a donné le défi de nous faire une belle hébergement hôtel-cabane. On l'appelle la cabane de la Ours.
Puis c'est là qu'on va dormir. Et on voit un peu les étapes de la construction, des collègues aussi qui étaient là. On donnait un coup de main pour la rendre belle. Donc aujourd'hui, c'est ça. On a un dortoir à eau pour accueillir les voyageurs. Notre première nuit, ça passe ici. Donc déjà, on commence à sentir l'esprit, la vibe, si on veut, de Kulusuk. Ça, c'est le salon où on peut partager notre repas. Donc, c'est là qu'on commence notre voyage. C'est la dernière fois qu'on va voir un toit sur nous pendant notre expérience groenlandaise. Donc, on passe une nuit au début. Là, pour cette année, à cause des horaires des vols, ça va être 2 nuits pour les voyages des kayaks, puis les combos, puis une nuit pour les voyages des treks au début. Puis après, on retourne aussi également à cet hébergement avant de retourner en Islande. Donc, c'est comme notre petite chez nous, là, groenlandais qui nous accueille, puis qui nous fait commencer à comprendre, à essayer de comprendre surtout comment est-ce que les gens de l'Est du Groenland habitent toute l'année longue. Donc, voilà, ça c'est pour les refuges de la ours qui on mentionne souvent dans nos itinéraires. Là, j'aimerais vous parler un peu de la routine. Ça a l'air à quoi? C'est quoi la préparation d'un voyage au Groenland? Puis, peut-être que je vais laisser intervenir un peu aussi mes collègues. Mais sachez, comme je disais depuis le début, il y a des voyages qu'on opère au complet. Donc, ça, c'est une destination on gère la nourriture, les hébergements, les matériels. On fait vraiment tout, 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 tout. Très souvent, ça passe depuis Montréal, plusieurs jours avant. On doit faire l'achat de nourriture parce qu'il n'y a pas nécessairement en épicerie un magasin grand à Kulusuk. Il y a un magasin général où on peut acheter quelque chose, mais pas tout. Donc, il faut vraiment une préparation assez, assez intense, il faut dire. Avant de partir, il faut tout préparer les menus, vérifier, par exemple, aux allergies, nous être précis qu'on va avoir assez de quantité, puis qu'on va avoir pour tout le monde. Donc, on commence la préparation ici, puis après, souvent, on va l'envoyer toute la nourriture. Il faut savoir qu'on l'envoie de Montréal jusqu'à Groenland avec vous pour qu'on puisse vraiment opérer puis pouvoir faire notre expédition. Là, peut-être Simon, tu peux nous partager pourquoi dans certains voyages comme les voyages où on utilise des kayaks, il faut tout entrer dans les sacs comme ici. Puis comment est-ce que vous êtes rendu à mettre tous les noms pour bien identifier? Donc, juste nous parler un peu Ben de oui. cette partie. Absolument. C'est ça. Donc, les voyageurs vont apporter, tu sais, chacun un sac d'environ 20 kilos de nourriture là, pour manger là-bas parce que, comme Marianne a dit, on veut pas empiéter sur la nourriture des locaux puisque la nourriture arrive par bateau. Et puis, souvent, le premier bateau de ravitaillement arrive fin juin, début juillet, ce qui fait qu'ils vivent sur les réserves de l'année. Donc, nous, on ne veut pas arriver là-bas puis commencer à tout prendre pour nos groupes quand eux en ont besoin. Donc, on apporte tout avec nous. Et puis, en kayak de mer, bien, on doit tout mettre, la nourriture, dans les kayaks, mais pour s'assurer que cette nourriture-là ne se mouille pas, eh bien, ne s'hydrate pas avant qu'on la mange, eh bien, on la met dans des sacs étanches. Et puis, pour, par ça, charger ça dans les kayaks. Maintenant, nos kayaks sont un peu différents de ce qu'on connaît en général au Québec, pour ceux qui connaissent, qui ont déjà fait du kayak. Il n'y a pas de cloison ou de caisson étanche à ces kayaks-là. C'est des kayaks un peu style traditionnel, où est-ce que c'est une toile et puis il n'y a pas de séparation de compartiments pour mettre la nourriture. Donc, on met tout un peu en vrac dans les kayaks, mais dans les sacs étanches pour que ça reste au sec. Exactement. Puis, justement, le fait qu'on doit penser, c'est des expéditions, comme vous savez sûrement lu dans notre site Internet, des 11 jours ou autres. Donc, pour faire à manger, puis peut-être là, JP, tu peux nous partager, JP, les deux, vous êtes deux des excellents cuisiniers, des excellents cuistots. Donc, ça fait que malgré qu'il faut vraiment avoir peut-être plus de nourriture sèche, lyophilisée, on arrive à faire un menu assez varié. Donc, JP, tu peux nous partager pour toi les côtés un peu nourriture, ça se passe comment, puis pourquoi on doit gérer ça comme on fait au Groenland?
Ben oui, ben, tu sais, comme mes collègues vous ont dit, là, évidemment, on part avec vraiment la majorité de la nourriture à partir de Montréal. Puis, tu sais, finalement, un peu la qualité de la nourriture qu'on amène, c'est vraiment, c'est de la bouffe, c'est de la nourriture réconfortante. C'est vraiment ce qu'il y a, ce qu'on veut vous offrir comme expérience culinaire avec nous. Donc, c'est vraiment des repas qui sont copieux, qui sont bons goût, qui sont alléchants visuellement. Donc, on essaie vraiment de respecter ça le plus possible, autant pour le déjeuner, le dîner, puis le souper. Donc, le déjeuner, on va le prendre évidemment tout le monde ensemble, souvent dans une grande tente cuisine ou à l'extérieur quand il fait beau. Il fait pas mal souvent beau d'ailleurs, en tout cas pour ma part, l'été passé, il a fait vraiment souvent beau quand j'étais là-bas. Donc, on peut prendre les repas à l'extérieur et tout ça. Donc, pour le matin, évidemment, là, on respecte la caféine, la théine qu'on a tous besoin ou que certaines personnes ont besoin là, pour partir la journée. Donc, on essaie de partir ça vraiment du bon pied. Donc, nourriture diversifiée le matin. Le midi, c'est souvent, tu sais, il peut y avoir, tout dépendant du voyage, là, évidemment, là, si c'est plus trek ou plus kayak. Tu sais, des fois, ça peut être des salades repas qu'on va faire. Sinon, ça peut être des choses un peu plus simples, un morceau de pain, du fromage, saucisson. Donc, pour le dîner, souvent, c'est un petit peu plus léger en termes de quantité, tout dépendant du voyage qu'on peut faire. Puis vraiment, après ça, au souper, c'est vraiment là qu'on se garde vraiment le plus. Donc, on fait toujours, chaque guide a un peu ses petites recettes d'entrée particulières avec sa petite couleur qu'il apporte dans le repas et tout ça. Par la suite, on passe à une soupe, une bonne grosse soupe là, pour se réhydrater, pour se faire du bien. Après ça, c'est le repas principal, donc on fonctionne majoritairement, sinon totalement avec de la nourriture lyophilisée qui est faite par des compagnies québécoises. Et puis un bon dessert avec ça, puis après ça, une bonne petite boisson chaude. Puis évidemment, je vais vous laisser imaginer si on apporte ou pas des fois une petite boisson alcoolisée qui peut des fois égayer une soirée ou égayer un repas. Donc des fois, on va offrir un petit service aussi, un petit verre, une petite gorgée, un petit quelque chose juste pour se faire du bien. Fait que voilà ce qui touche la nourriture. Puis après ça, c'est sûr que nous, en tant que guide, tu sais, on apprécie tellement après ça quand les voyageurs, ils nous aident pour la vaisselle. Tu sais, c'est comme une sorte de remerciement pour tout l'effort qu'on a mis dans le travail du bon repas et tout ça. Fait qu'on accepte tout le temps l'aide. euh, des fois pendant qu'on les cuisine et tout ça, mais c'est toujours apprécié d'avoir un petit coup de main avec la vaisselle par la suite. Donc voilà, un Merci. peu là, en ce qui concerne les Merci. repas. Et justement, c'est ça que j'aimerais ajouter. Des fois, ceux qui sont à Ville et puis veulent amener une canne à pêche, ben, vous pouvez, mais cependant, il fallait aussi, il faut aussi débaisser les poissons puis l'aider, pas juste laisser ça au guide, parce que là, vous ajoutez quand même pas mal de travail au guide. Donc, c'est un voyage très, très participatif. Il y a juste 12 personnes, ça dépend combien, les nombres de personnes qui participent à chaque groupe. On peut avoir une à deux guides maximum, mais c'est énormément de travail, monter les campements, démonter les campements, faire à manger, faire la vaisselle. Et des fois, il y a quelqu'un qui ne se sent pas bien, puis c'est le guide qui va être là pour voir qu'est-ce qu'il peut faire pour que la personne se sente mieux. Ça peut être juste émotionnellement ou bien il y a une petite indigestion, je ne sais pas. Là. Donc, les guides portent énormément de chapeaux. C'est un peu de l'infirmière, c'est le cuisinière, c'est la maman, c'est le papa, c'est les gardes-parcs, c'est beaucoup, beaucoup de choses en même temps. Donc, l'effet d'avoir un groupe qui participe aux tâches quotidiennes, puis c'est quelque chose on va beaucoup en parler, puis qu'on demande vraiment que vous soyez conscient que c'est un voyage participatif, c'est-à-dire il faut garder l'énergie jusqu'à la fin parce que quand on finit de marcher ou de pagayer, il faut quand même donner un coup de main pour monter les campements, pour aller chercher, faire un corbeau d'eau, puis jusqu'à la fin pour faire la vaisselle comme JP nous en parlait. Donc, c'est sûr que c'est souvent en complète autonomie, donc vous ne saurez pas une table avec une nappe, peut-être une nappe, là, ils sont assez coquettes, les guides, là, mais juste pas des vraies tables avec des chaises. Ça c'est plus dur à mettre dans un kayak. Donc, c'est toujours, on apporte des petits bancs, donc on cherche un petit confort, mais c'est sûr qu'on est loin de qu'est-ce qu'on peut avoir, par exemple, au Pérou, ou au Népal, ou au Kilimanjaro, pour les repas. Donc,
On mange bien, c'est très varié. Donc, ici, on voit une petite salade au dîner, sûrement, peut-être, avec des fromages. Donc, on mange vraiment bien. Puis, puis c'est ça. Donc, je vous parlais déjà des guides. Donc, on est plusieurs guides. Il y a des lead guides. Il y a vraiment il y a des guides. La plupart, c'est tous là. C'est peut-être juste moi qui est moins compétente. C'est pas vrai. Mais c'est vraiment des guides extraordinaires, des guides qui ont des formations, pas juste en premier soin, mais ils ont des formations là, à partir de cette année. On va ajouter même plus de formations pour toutes les guides. Les guides, il y a Richard, bien sûr, qui est le fondateur de Caravani. Il y a Vicente, c'est Marie-Josée, oui, je pense que c'est Marie-Josée. Il y a bien sûr Simon, ses photos te représentaient bien avec Ben oui. Il est toujours coquet, notre Simon. Il est toujours le beau petit tablier, tout ça, là, vraiment. Même la chemise, là, c'est... Delphine qui est là. Je pense que j'ai pas une photo de toi, JB, mais bon, bref, on a vraiment plusieurs guides, femmes, hommes, mais tous, c'est pas juste d'excellents guides, ce sont d'excellentes personnes. Puis, pour vrai, si j'ai un mot à dire, c'est que tous sont très généreux avec ses partages, ses connaissances. C'est sympathie des fois, donc on fait énormément confiance à notre guide, puis je mettais mes mains en feu pour chacun d'eux. Ouais, au fait, moi, Donc, tu sais, au fait, je rajouterais un petit truc sur les guides, là, oui, qui caractérise les guides de Caravani, là, c'est l'expérience. C'est-à-dire que c'est tous des guides avec une quantité d'expérience professionnelle et personnelle qui est incroyable. Fait que vraiment, l'équipe des guides, là, vous pouvez dormir sur vos deux oreilles, là. Fait que oui, les formations, puis tout ça, évidemment, mais c'est surtout des guides qui se distinguent par la qualité puis la quantité de l'expérience de plein air qu'ils ont vécu. donc on va commencer peut-être maintenant à décortiquer nos trois formules qu'on a. Donc, j'avais invité Simon à nous parler un peu des voyages de kayak. Je sais qu'il adore les kayaks. Donc, j'aimerais bien qu'il nous partage un peu c'est quoi faire un voyage de kayak au Groenland, c'est quoi les points forts, c'est quoi, tu sais, à qui s'adresse, les niveaux de difficulté. Mais surtout, justement, fais-nous rêver, Ben Simon. oui, absolument. Fait que le kayak au Groenland, c'est un voyage d'autonomie complète. C'est quoi l'autonomie complète? C'est de partir avec tout dans nos kayaks, puis on part à l'aventure du jour 1 jusqu'au jour 12, jusqu'au dernier jour quand on revient là, à Kulusuk. Euh, Ça veut dire que on y va vraiment au rythme de la météo, au rythme de Dame Nature. S'il y a trop de vent cette journée-là, eh bien, on prend une journée de repos. Si la mer est belle, on part. Il ne faut pas oublier en même temps qu'au Groenland, l'été, il y a de l'ensoleillement quasiment 24 heures sur 24, du moins là, pour le mois de juillet. Ce qui fait que si le matin, il y a trop de vent, on peut partir en après-midi sans problème, puis arriver plus tard à 9 heures le soir. On ne s'en rendra même pas compte, le soleil va avoir à peine bougé. C'est un voyage où est-ce qu'on apporte tout dans les kayaks et tout ce qu'on apporte, c'est juste ça qu'on a. Donc, faut pas oublier le sel et le poivre là, en même temps parce que sinon, la semaine va être longue. Euh, les voyages en kayak au Groenland, bon, chez nous au Québec, on connaît le fjord du Saguenay, c'est un grand fjord, c'est magnifique comme emplacement, mais au Groenland, le fjord, le voyage de kayak au Groenland, c'est qu'on se promène de fjord en fjord. J'aime souvent faire prendre l'image de l'échangeur Turco à Montréal, qui représente bien la quantité de fjords au Groenland dans laquelle on doit se promener. Ça m'est déjà arrivé à un moment donné même de me perdre dans des fjords parce que j'avais 6 fjords devant moi, puis je me rappelais, puis je savais pas lequel prendre exactement. Parce que j'étais au niveau d'eau, finalement, j'en ai pris un trop à droite, mais ça a donné qu'il menait à la même place. Mais tu sais, juste pour vous donner un exemple, la quantité de fjords qu'il peut y avoir. C'était-tu la fois que tu étais passé devant un Kumyut, ça? Ouais, ouais, c'est ça exactement. C'est ça. Il y a des légendes, même dans l'équipe de Caravani. En fait, les Groenlandais m'appellent celui qui a perdu Kumyut. Parce que je devais me rendre au village, puis je me suis jamais rendu. En fait, quand je suis arrivé au village, je me suis dit, parfait, je vais aller acheter de la bière au village. Et puis, je suis arrivé, j'ai accosté, puis j'avais oublié ma carte de débit. Ceci dit, Simon, c'est le guide de Caravani.
qui a le plus d'expérience là, actuellement au Groenland. Là. Il en a fait un puis un autre, là, des circuits là-bas. Mais c'était ma deuxième année. Là. En kayak de mer, ben là, on le voit, là, on pagaie dans de la glace. Des fois, la glace est encore plus dense que ça. Des fois, elle est un peu moins. Mais il y a toujours un peu de glace dans les fjords groenlandais. C'est vraiment incroyable parce qu'on entend la glace, on entend les bulles d'air dans la glace qui brisent sous l'eau, sous la fonte dans l'eau. Puis on entend pétiller, là, pareil comme quand on ouvre une eau pétillante ou un 7-Up. Euh, il faut éviter ces blocs-là, il faut se promener au travers. Des fois, on arrive à côté de icebergs immenses. Tu sais, on pense à ceux qui ont coulé le Titanic, là, ben, j'en ai déjà vu des aussi gros. Là. Tu sais, il faut se tenir quand même une distance sécuritaire, mais on s'approche le plus qu'on peut de façon à ce qu'on se sent confortable, puis qu'on sent que si jamais il décide de tourner, sachant qu'il y a 70% de la masse ou 90% de la masse du iceberg est en dessous de l'eau. Là. Fait qu'il faut s'imaginer s'il tourne, à quoi ça peut ressembler. Mais c'est ça, fait que ça nous permet de passer vraiment proche de la glace, d'avoir un contact qui est complètement différent et qui est très intime avec la banquise et avec l'iceberg. En même temps qu'on parle de ces mastodontes-là ou qui sont glacés, qui sont dans l'eau, il y a aussi des mammifères marins, des baleines, des phoques, des dauphins. C'est c'est pas rare qu'on en croise. En fait, j'ai pas encore eu de voyage parce que j'en ai pas vu. Puis des fois, tu les vois de loin, mais des fois, tu les vois de très proche. C'est les mêmes fers, hein, sont extrêmement curieux, pareil comme nous autres. Donc, ça fait partie, ça aussi, en même temps, ça fait partie aussi de l'aventure. Tu te dis, il va faire froid, c'est l'océan Arctique. Oui, en effet, mais on a des vêtements étanches, on a des mitaines pour les kayaks pour se garder au chaud. On s'habille bien sous les vêtements étanches. On met des gants aussi en même temps pour rester au chaud. Tu te mets une tuque sur la tête. C'est pas parce qu'il fait 1 degré ou 0 degré. Non, en fait, la température est entre 5 et 15 degrés en général. Surtout une fois qu'on rentre dans les dédales de fjord, ça se réchauffe. Et puis quand le soleil est au rendez-vous, ce qui est majoritairement le cas, eh bien, on est quand même très confortable. Il ne faut pas oublier non plus en même temps qu'on est près du cercle polaire. En fait, on le voit quasiment. Il y a une ligne pointillée dans le ciel. OK, donc, on est près du cercle polaire, mais ça reste quand même hyper accessible au niveau de la température. Au niveau de la capacité que les gens doivent avoir, bon, une santé, une capacité physique normale là, est adéquate. C'est certain que, tu sais, il ne faut jamais prendre un voyage comme ça à la légère. Donc, si vous voulez vous entraîner là, avant de partir en voyage, oui, c'est une bonne idée de le faire. Plus que tu es en forme, plus que tu vas avoir de plaisir aussi en même temps, parce que moins que ça va être un effort. Mais quand tu as une capacité normale, quand tu fais un peu de sport, et tout, en général, ça devrait être correct. Les journées de kayak, eh bien, en général, là, un départ, une fois qu'on a tout pacté le campement, que tout est rentré dans les kayaks, ben, une journée de kayak, c'est, mettons, de 9h30, 10h le matin jusqu'à 5h, peut-être 6 quand c'est des plus longues journées. Puis ce qui est le fun de l'autonomie, c'est comme JP le disait, la liberté, eh bien, elle nous appartient. Donc, si une journée, on se sent moins, on est un peu plus fatigué, ben, on se trouve un endroit pour camper un peu plus proche, puis on arrête là. S'il y a d'autres journées qu'on se sent plus en forme et qu'on est capable de rouler, ben on va aller découvrir d'autres endroits dans les fjords. On va voir un point au loin ou une entrée à quelque part, puis on va aller voir qu'est-ce qu'il y a. Donc, on a vraiment une grande liberté de. Il n'y a pas de. Ah, le petit renard. Ça, eux autres, là, ils m'ont déjà volé 13 kilos de fromage durant la nuit, puis j'étais couché à côté du sac. Non, ça, c'est un chien. Où est-ce que Ça ne ça? dérange pas. C'est un canidé. Exact. Mais ils m'ont déjà volé 13 kilos de fromage une nuit quand je dormais dehors à côté du sac de fromage. Mais bref, il faut faire attention aux petits renards. Mais c'est ça, c'est une liberté, comme JP disait, où est-ce qu'on peut faire un peu ce qu'on veut puis aller où est-ce qu'on veut aller. C'est vraiment un énorme plaisir de pagayer dans ces eaux-là. Il n'y a pas de campement où est-ce qu'on doit arrêter. Il n'y a pas de campements qui sont indiqués autres que nous, où est-ce qu'on sait qu'il y en a. Il n'y a pas de plateforme, c'est vraiment, on arrive, puis on voit que ça s'accoste, on voit qu'il y a une place pour mettre nos kayaks, il y a une place pour où est-ce qu'il peut y avoir de l'eau douce qu'on peut boire, puis que c'est plat pour mettre les tentes, ben voilà, c'est notre campement pour la soirée. Donc imaginez-vous camper à côté de ça. C'est des choses qui peuvent arriver. Ou d'aller pagayer proche de ça. C'est des choses aussi qui peuvent arriver.
Et voilà une photo des petits arcades, je pense, là, si je ne me trompe pas. Oui, Comme tu si tu disais, regardes, oui. c'est sûr que on peut les voir aussi quand on est en trek, parce que souvent, dans les fjords, on n'est pas trop loin. C'est sûr que dès les 100 ans en kayak, cette année, j'ai eu l'opportunité d'aller, de faire le voyage en kayak. Puis, des fois, on ne les voyait pas, mais on attendait les souffles. Puis ça, c'était des moments vraiment incroyables, des moments assez uniques puis forts que tu les gardes longtemps dans ta vie. Voilà des icebergs aussi que tu parlais qui peuvent être énormes. Donc, dans ces voyages, il faut juste savoir qu'on part de Kulosuk en kayak. Donc, c'est vraiment, on part, l'expédition commence à Kulosuk, puis on se rend jusqu'à un endroit qu'on appelle Karale, parce que c'est pas ça. Donc, puis c'est de là que les bateaux vont venir nous chercher à la fin de l'expédition pour revenir à Kulusuk, au village où on a commencé. On retrouve la maison, la cabane, puis c'est de là qu'on va devoir partir tranquillement de retour au Canada. Donc, c'est sûr que le dernier souper, c'est un peu plus festif. Là, on peut peut-être acheter quelques bières s'il y en a au dépanneur. On fête la fin de notre expédition. Déjà, il y a des photos. On a déjà vu des gens qui avaient, là, on voit une personne avec des gants, les autres qui n'ont pas de gants. On s'habitue quand même, c'est impressionnant, les corps s'habituent à passer beaucoup de temps dehors. Donc au début, on avait peut-être un peu de froid ou des frissons à 10 degrés. Après, à 10 degrés, on est en t-shirt, c'est sûr, là, après passer 6 jours dehors. Donc, il ne faut pas avoir peur de froid, surtout c'est froid dans la mer. Puis là, il y a pas malheureusement, j'ai pas trouvé des photos très, très récentes, mais à partir de cette année, on a acheté des dry suits, comme des combinations étanches, et ça s'ajoute un confort assez incroyable quand on fait du kayak, parce que c'est l'eau qui est très, très froide. Donc, quand on est entouré de glace puis que l'eau est froide, c'est là qu'on peut avoir un peu froid. Euh, j'ai oublié aussi, ben voilà, comme tu disais, là, on finit avec, c'est des petits bateaux, souvent c'est la communauté, les amis, on a une famille qui nous offre les services justement des transferts, donc c'est eux qui viennent nous chercher. Avant d'aller dans le voyage de trek, c'est Jean-Philippe qui va nous parler un peu plus, je veux juste vous dire qu'on ne vous voit pas, on ne vous attend pas. Donc, si vous avez des questions, il y a un petit icône en bas qui dit questions et réponses, Q&A en anglais. Donc, vous pouvez là nous poser des questions, puis à la fin de la conférence, on va rester pour répondre à toutes les questions. Sinon aussi, vous pouvez toujours m'appeler demain, puis je vais essayer de répondre à toutes les questions. Donc voilà, Jean-Philippe, je te laisse nous parler des voyages de trek. Ben oui, donc le voyage de trek, tu sais, comment vous le présentez un peu? C'est un trek qui est, je vous dirais simplement, c'est un trek qui est confortable. OK? Je ne suis pas en train de parler du niveau de difficulté. Ce que je vous dis, c'est qu'il est confortable parce que c'est un trek qu'on est accompagné par un ou deux bateaux pour le transport de bagages. OK? Donc, il est confortable. Quand on marche pas avec un gros sac à dos avec toutes les tentes, l'équipement puis la nourriture, on marche avec notre sac de jour. Donc, on marche vraiment dans ces grands paysages-là avec ce confort-là. C'est-à-dire qu'il y a vraiment les bateaux qui amènent l'équipement de campement en campement. Donc, ça amène vraiment du confort, c'est des sentiers. Ben, il n'y a pas vraiment de sentiers, là. Il y a quelques fois qu'on voit on voit qu'il y a des gens qui ont passé, mais ce n'est pas des sentiers qui sont faciles, par exemple. Donc, c'est encore mieux de ne pas avoir un gros sac pour marcher dessus. Donc, ce voyage-là, c'est 11 jours de trek qu'on va faire. Il y a 1 ou 2 journées de repos, là, tout dépendant comment ça avance, qui est possible d'avoir au courant de ce voyage-là. Puis on se garde les 3 derniers jours pour aller un petit peu plus loin dans une des vallées, la dernière vallée qu'on va avoir sur l'itinéraire qu'on a prévu. On va partir. Là, ça va être important d'avoir un sac à dos un petit peu plus volumineux, donc d'avoir à peu près un sac à dos là, de 70 litres, quelque chose comme ça, pour faire une marche, pour aller monter le campement plus loin dans la vallée. Donc, il y a simplement cette finale-là au fait qu'on a à transporter un petit peu plus de bagages que les premières journées où le bateau est là pour vraiment nous accompagner à chaque jour. Okay? Fait que, on a finalement 8 jours où on est accompagné par le bateau, puis on a vraiment les 3 derniers jours où on va monter le campement plus loin dans la vallée
pour vraiment venir mettre la cerise sur le gâteau pour terminer ce voyage-là de la plus belle des manières qu'on a trouvées jusqu'à maintenant. Donc, plutôt les gros highlights là, vraiment de ce voyage-là, c'est, moi, à mon sens, c'est, parce que chacun va le vivre à sa manière, évidemment, ben, je pense que la première chose qui me frappe de ce voyage-là, c'est ce que les voyageurs me parlent souvent, c'est à un moment donné, on a je pense que c'est au 4e jour, ou bref, on a une rivière à traverser, une rivière qui est vraiment impressionnante, où on a de l'eau qui va monter au-dessus des genoux, donc on a un grand delta à traverser. Donc, super belle expérience à faire. On traverse aussi un petit glacier, donc c'est un petit glacier vraiment sec, là, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de neige dessus, c'est vraiment un glacier en glace pure, donc on est capable de voir les dangers de très très loin. Donc, un petit glacier facile à traverser. Puis, à part de ça, ben, c'est vraiment de marcher dans ces immenses paysages-là. Puis là, la photo que vous voyez présentement, on va même rencontrer une ancienne base américaine de la Deuxième Guerre mondiale. Donc, on vous racontera l'histoire sur place, évidemment. Donc, ce qui est intéressant, c'est qu'on voit dans le bas de la photo, il y a des barils de gaz, etc., qu'ils utilisaient pour le carburant des avions. Ça, d'année en année, ils ont commencé à ramasser ces barils-là, donc il y en a de moins en moins. Mais il reste encore une petite section avec des vieux camions et tout ça. Ça sort de l'ordinaire. Vraiment, là, ça a vraiment son petit côté tout à fait intéressant. Euh, donc voilà, sinon, tu sais, le fort sentiment d'isolement, ça nous suit, puis c'est vraiment pour tous les circuits qu'on offre là-bas, autant kayak que trek, ça fait partie de la chanson qu'on a là-bas. Puis à quoi on doit s'attendre? Souvent, quand on décrit ce sentier-là, ça a l'air assez facile, parce qu'en termes de dénivelé, le plus gros dénivelé qu'on fait, c'est à peu près 450 mètres ou 500 mètres, là, à peu près approximativement. Mais il n'y a aucun sentier que je peux vous dire qui ressemble à ça, sur quoi on va marcher au Groenland. Donc, c'est instable, c'est très, très rocheux, évidemment. Euh, c'est beaucoup de montées, de descentes. On a l'impression, des fois, tu sais, on va longer le bord de l'eau certaines journées, puis on a l'impression que ça va être plat toute la journée, mais non, il y a beaucoup de petites montées, de petites descentes, parfois très abruptes. Donc, ça demande quand même tu sais, un bon équilibre, puis tu sais, un bon posture pour pouvoir marcher. La durée des randonnées, là, en gros, là, c'est alentour de 6 heures. Là. Tu sais, mettons entre 5 et 6 heures. Là. Mettons un 5h30, là, c'est pas mal ça la moyenne des journées de marche qu'on va avoir là-bas. C'est pas nécessairement des grandes distances, mais le terrain n'est pas toujours facile. Il nous apparaît facile, mais dans l'analyse micro, là, c'est très, très de petites montées, de petits détours et tout ça, rocheux. Donc, ça nous amène vraiment à un sentier qui, malgré tout, qui est quand même difficile, malgré le fait que c'est pas, tu sais, on fait pas 25 km par jour avec des dénivelés de 1200 mètres comme les grosses randonnées qu'on peut faire dans le nord-est américain. Ça va être des randonnées de 8-10 km à la limite, avec des fois très, très peu de dénivelé, mais pourtant, à la fin de la journée, les chevilles sont fatiguées, donc c'est important, je vous dirais, de ne pas avoir de difficulté avec l'équilibre. Ok? Ça, c'est vraiment quelque chose d'important. Puis on se rend compte qu'avec les années, c'est vraiment quelque chose d'important de sensibiliser, dans le fond, les gens qui viennent avec nous à cette réalité-là, parce que c'est un sentier qui est accessible vraiment pour la majorité des personnes. On n'a pas besoin d'être un athlète, on n'a pas besoin de s'entraîner, il faut juste bouger dans notre quotidien, mais il faut être conscient qu'au niveau de l'équilibre, c'est quelque chose qui va jouer peut-être avec nous ou contre nous. Donc, dans ce voyage-là, là, je vous disais, une des particularités, c'est les traversées de rivières. Écoute, l'eau est frette, l'eau est froide au bout, mais on a toujours le sourire aux lèvres, au fait, quand on traverse ça. On a des bonnes néoprènes qu'on se met dans les pieds, on se met des très, très bonnes sandales ou des souliers d'eau, on traverse ça. Là, après ça, les guides vont vous expliquer, des fois, il y a plus ou moins de courant dans certaines rivières, puis on va traverser ça, vraiment tout le monde en gang et tout ça, avec les conseils des guides qui nous accompagnent et tout ça. Donc, ça a l'air drôle
à dire, mais c'est des moments qui sont super plaisants, qui sont super drôles, où généralement tout le monde éclate de rire parce qu'on est tous dans le même bateau, puis on a tous la même sensation. Quand on met le gros orteil dans l'eau, là, c'est clair qu'on a une réaction qui va se faire entendre. C'est ça pour ces traversées-là. Donc, C'est fort en émotion. qu'est-ce que tu dis, Simon? C'est fort en émotion. C'est fort en émotion, exactement. Euh, je pense que ça fait pas mal tu sais, le tour rapido là, de... Oui, vous- Ah, t'es-tu allô? encore là? Oui, je suis Oui, là. oui. OK, c'est juste que l'écran avait changé, fait que j'étais comme hein? Fait que ça fait un petit peu le tour du circuit en trek. Donc, c'est accessible, c'est quelque chose qui est accessible, mais juste conscient que des fois, au niveau de la marche, ça peut être un petit peu difficile. Évidemment, ça nous fait voir les montagnes de plus haut. Quand on est dans le kayak, on est vraiment sur l'eau, on est avec les icebergs et tout ça. Le trek nous permet d'avoir une vue d'un petit peu plus haut de ces grands fjords-là, puis de s'approcher et de toucher à ces grands glaciers-là qui sont aussi sur le Groenland. Je me suis juste arrêtée un peu dans cette photo juste pour que pour dire qu'il y a une journée qu'on va traverser en glacier. Il y a des années qui est plus raccourci. Là, c'est une photo qui date quand même de plusieurs années. Donc, il y a une journée qu'on fait une petite traversée des glaciers, mais souvent, c'est pas si technique. Selon les premiers qui partent, des fois, ils annoncent les autres, OK, ben là, peut-être on aurait besoin peut-être des mini spikes, mais si on voit bien dans la photo, on peut les traverser il y a quelques années, qui est assez solide, les glaciers, puis qu'on peut les traverser vraiment sans problème, même sans crampons. Puis l'ambiance du voyage, très au kayak, on voit souvent dans les photos cette sorte des tentes d'hommes. Donc, c'est notre tente repas. C'est souvent aussi la petite tente maison des guides. Donc, je pense que Jean-Philippe l'avait expliqué, quand il fait pas super beau, il fait un peu plus froid, il vente, il pleut, il y a petite bruine, ben ça peut nous abriter pour passer, pour faire notre souper ou notre déjeuner. Donc, on apporte cet confort aussi. Puis, on finit notre voyage également à la maison à Kulusuk, dans le trek. On commence et on finit dans le trek aussi à Kulusuk. Donc, ça, c'est un peu généreux dans tout notre voyage. Donc, juste là, je vais passer à vous parler de l'autre formule qu'on offre pour cette année. Donc, c'est le voyage Fjord de l'Est, que c'est les kayaks électriques. Donc, c'est une combinaison des deux. Ce voyage, en fait, a été créé pour une fondation. C'est comme ça qu'on a eu l'idée de les faire. C'était il se décidait pas si on fait, si les groupes de la fondation voulaient faire juste les kayaks ou juste les treks. Donc, finalement, comme l'idée, c'était faire un défi, on a dit, bah, on fait les deux. Donc, c'est un beau mélange. Donc, justement, pour ceux qui hésitent un peu, donc, de faire les kayaks ou les treks, donc, on offre faire les deux. Cependant, c'est un voyage que ça roule plus vite parce que quand on fait seulement les kayaks ou seulement le trek, on a un peu plus de temps. Pendant qu'ici, on doit avancer parce que le temps est plus serré pour pouvoir faire tout l'itinéraire. Donc, c'est un peu plus demandant, je dirais, que les autres voyages. Puis aussi, il y a besoin de plus d'équipement. Donc, on a besoin de tu sais, les vêtements, puis penser à tout ce qu'il faut apporter pour les kayaks, puis aussi apporter les bâtons de marche, les bottes, les gros. Tu sais, il faut aussi penser qu'est-ce qu'il faut apporter pour les voyages de trek. Donc, on a besoin un peu plus de matériel. Vraiment, on doit changer des campements pas mal presque à tous les jours, pendant que les voyages de trek ou des kayaks seulement, on a plus de liberté de passer 2 nuits ou 3 nuits dans certains campements. Donc, voilà. Juste pour mentionner, Mariana, au niveau kayak, les guides sont en général en kayak solo, tandis que les voyageurs sont en kayak tandem. Oui. C'est ça, en kayak tandem. Exactement. Donc là, on voit bien que
dans les photos, soit on voit une personne dans un kayak solo, souvent c'est le guide qui en a pris en photo, mais il y a plusieurs raisons pour lesquelles on a plus de kayaks doubles et qui en offre les kayaks doubles pour les voyageurs. Entre autres, la capacité de charge, puis qu'on est beaucoup plus stable, on peut se fier, ça permet aussi d'avoir un ratio guide-kayak au lieu de guide-personne. Donc, il y a pour la sécurité, pour vraiment plusieurs raisons, on a décidé de les faire de cette façon. Donc, les kayaks, je ne sais pas, je me rappelle plus si on en a parlé, mais c'est des kayaks qu'on peut démonter. Donc, à la fin de la saison, puis entre chaque voyage, il faut les démonter. C'est des kayaks qui sont en structure de bois, puis après, on sont enveloppés dans une toile. Mais c'est des kayaks quand même d'expédition, donc on a un gouvernail, on a des pédales, etc. Donc, ça fait partie un peu des voyages, celui-là et le voyage de seulement kayak. Quand on finit le voyage, quand on arrête d'utiliser les kayaks, il faut donner un coup de main au guide pour les laver. Donc, souvent, on va finir dans un endroit où il y a une belle rivière, donc on va pouvoir les rincer. Puis ensuite, il faut les faire sécher, les défaire, les envelopper, les garder, puis après, c'est le bateau qui va venir les récupérer pour qu'ils partent avec nous. Donc ça fait partie aussi, c'est intéressant de voir, des fois on se dit, je peux gagner dans quelque chose que je peux défaire moi-même puis monter moi-même, c'est quand même intéressant. Mais c'est les Groenlandais, en fait, c'est comme ça, c'est ça un peu qui ont inventé les kayaks, puis c'était du bois qui flottait dans la mer, puis c'est avec la peau de phoque qui faisait ses propres kayaks. Donc, on essayait justement de garder cet esprit. Puis c'est pour ça qu'on a ce sont des kayaks dans ces voyages-là, puis dans le voyage de solitude classée. C'est des kayaks qui restent sur place, comme la plupart de nos équipements. Là, le petit traîneur, donc c'est la même chose. On est en autonomie les premiers 6 jours. Après, on a 4 jours de trek. On va faire presque le même parcours. En fait, on fait le même parcours que le voyage de kayak, puis on fait presque le même parcours de voyage de trek avec quelques subtilités. Par exemple, dans le voyage de trek, on a cette autonomie de 3 jours, pendant qu'ici, on ne peut pas se rendre jusque-là. Donc, on a juste 4 jours de randonnée. Les principes, c'est le même. Aussi, on va passer on va devoir traverser plusieurs rivières, petits ruisseaux, des fois les deltas que Jean-Philippe nous parlait, on les traverse également. Donc, il faut quand même être en bonne forme physique. L'avantage, je dirais, que dans un seul voyage, tu arrives à sentir la mer, être proche des glaciers, vivre l'expérience de la mer, puis ensuite voir tout ce que tu viens de faire un peu du côté de la Terre, donc ton autre point de vue. Puis c'est ça qui est très intéressant puis attirant dans cette formule. Mais c'est sûr que là, il faut compter que les sentiers aussi, c'est pas des sentiers entretenus, c'est pas des sentiers balisés, le guide, des fois, il doit comme passer par un endroit qu'on ne peut pas respecter l'inclinaison d'un sentier comme tel. Donc, il faut être quand même habile en kayak, habile en trek, même si pour les kayaks, on ne demande pas de savoir esquimoter ou d'avoir niveau 4 ou 3, c'est juste d'avoir certaines techniques de base. Puis pour ça, vous pouvez toujours nous contacter. Il y a toujours une façon que je vais arrêter le partage d'écran pour pouvoir voir mes collègues mieux. Voilà. Donc, c'est ça. Donc, si vous êtes intéressé, vous pouvez pas juste cliquer sur les sites. J'étais plus attirée pour les treks, je veux m'inscrire. Hop, je clique, je paye, basta. On veut vraiment, vraiment parler avec vous puis nous assurer qu'est-ce que vous recherchez dans ces voyages, les voyages que vous avez choisis correspondent avec, puis que justement, vous donner des meilleurs conseils pour l'entraînement, pour être plus confortable, pour être plus près à ces voyages. Donc, s'il y a un des voyages que vous avez vu aujourd'hui, qui vous interpelle, que vous avez le goût de faire, je vous invite à nous contacter, à me contacter à moi, que je suis au bureau très, très souvent. Et ça va me faire plaisir vous parler, discuter du voyage, de votre projet. Les dates sont déjà affichées sur le site Internet.
Donc, vous pouvez aller dans le site Internet. Puis, si vous savez des questions, c'est vraiment maintenant que ça serait très, très, très cool si vous pouvez nous écrire. Ici, on va rester, je sais pas, 3 à 5 minutes là, pour répondre à toutes vos questions. Donc, juste cliquez ici, puis Q&A, puis là, on va pouvoir lire votre question, puis la répondre. Peut-être que votre question, c'est la question d'autres participants. Donc, ça va être agréable de pouvoir interagir avec vous de cette façon. Je ne sais pas si vous, les gars, vous voulez ajouter quelque chose. Pour moi, non, c'est bien. Non, non, ça a l'air intéressant, votre voyage, là. Je pense bien m'inscrire bientôt, là. Je vous taquine. Ouais, ah, il y a quelqu'un qui rit. Mais au fait, tu sais, si je me trompe pas, même, il y a déjà tu sais, des inscriptions hein, pour, tu sais, ça a déjà commencé à rentrer, ça va bon train, au fait, déjà de ce côté-là, là. Donc, Exactement. c'est Donc, à toujours une vous. destination populaire là, chez Oh, Caravani, il y a les des voyages au questions, Groenland. gang. Donc, première question Oui. pour les voyages de kayak, c'est 12 jours en kayak ou 12 jours en tout. C'est 11 jours en kayak. En fait, c'est 17 jours par exemple, on part de Montréal à Montréal. C'est sûr que dans les 17 jours, on compte les déplacements, les 2 nuits en Islande, en fait, 3 nuits à Kulusuk. Donc, c'est 11 jours d'expédition. Hélène qui nous demande, j'ai vu un voyage au nord du Groenland, Scarlby Sound. Oui, ce voyage, c'est ce qu'on appelle une étoile filante, c'est-à-dire ça ne revient pas toutes les années dans notre programmation. C'est un voyage qui demande énormément de logistique, mais vraiment énormément. C'est un voyage c'est comme une année que toutes les étoiles sont alignées, que toutes les étoiles nous disent, OK, go, vous pouvez vous lancer dans cet esprit, on y va. Mais sinon, c'est cette année, malheureusement, pour questions logistiques et autres, on ne peut pas l'offrir. Donc, si ce voyage vous intéresse, je vous conseille de regarder chaque année notre programmation. Souvent, si on le fait, on va faire beaucoup, beaucoup, on va parler beaucoup. OK, c'est cette année qui se passe là. Ne ratez pas votre opportunité. Puis c'est un voyage en fait que, excuse-moi, on accepte maximum 12 personnes. Donc, si jamais ça revient dans notre programmation, il faut vraiment que vous nous contactez assez rapidement. Donc, justement, tout notre voyage sont des petits groupes. On va de 6 à 12 participants. Donc, on garantit les voyages. On peut passer à l'achat de vol à partir de 6 inscriptions, puis à 12 inscriptions, on ferme. Donc, quand vous allez voir dans notre site Internet ouvert, ça veut dire qu'on n'est pas encore rendu à 6 inscriptions. Confirmer, c'est qu'on a 6 inscriptions au plus, là, donc c'est le voyage est garanti. Puis quand on voit place limitée, c'est que soit il reste une place ou que le voyage est complet. Donc, il y a plus de place. Le voyage Solitude glacée, par exemple, est déjà complet. La première date. Là, ce matin, j'ai eu 6 personnes qui ont confirmé sa participation pour les Fjords de l'Est de mois d'août. On a beaucoup, beaucoup demandes, donc n'hésitez pas vraiment à communiquer avec vous, puis n'attendez pas beaucoup non plus, parce que c'est une question aussi des billets d'avion, c'est assez complexe, garantir des places, ça coûte quand même très cher, puis plus on tarde à passer à cette étape, plus vous risquez d'avoir des prix de plus en plus chers. Juste pour vous donner une idée, les prix, juste les vols entre Islande et Groenland, peut être entre 2 000 jusqu'à 2 500 $. Donc, si à ça, on ajoute les vols Canada-Islande, donc en moyenne, il faut avoir estimer un bon 3 500 $ juste pour l'ensemble des vols. Il y a Julie qui demande, peut-on voir des aurores boréales en mois d'août? J'ai laissé Simon ou s'il y a un de vous deux qui va répondre, mais à date, je ne l'ai jamais vu, je n'ai pas vu encore. Les plus belles aurores boréales que j'ai vues de toute ma vie étaient au Groenland à la fin août. Mais c'est vraiment là, à la toute fin du mois quand il commence à faire noir un peu plus tôt.
La noirceur là, commence là, vraiment dans le coin là, dans le coin du 20 à août à peu près, là, où est-ce que on a vraiment là, des nuits complètes. Quand je dis nuit complète, là, c'est peut-être là, de 10 heures le soir jusqu'à 3 heures, 4 heures du matin. Mais c'est là qu'on va vraiment pouvoir voir les aurores boréales. Vraiment incroyable. Par contre, il faut que le voyage soit à ces dates-là et c'est des dates que l'on préfère. On préfère mettre les dates un peu plus à l'avance pour avoir justement accès à la chaleur du soleil là, qui nous chauffe là, quasiment 24 heures sur 24. Oui, c'est ça notre avantage. Puis quelque chose qui m'a toujours surpris depuis la première fois que je suis allée au Groenland, c'est que souvent, je suis habituée à faire des voyages, des randonnées ou même des kayaks où que dès que le soleil se couche, là, la température chute énormément. Tu passes vraiment, tu cours pour aller chercher ta doudoune, puis c'est froid rapidement. Puis là, l'effet que le soleil est toujours assez pressant. Et oui, la température va chuter, mais pas si drastiquement que quand on est par exemple, plus proche de l'équateur, où là, c'est vraiment une montagne qui cache rapidement le soleil, puis que là, ça chute énormément la température. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Ah oui, il y a encore une autre question. Si j'ai bien compris, vous vous chargez de l'achat de billets d'avion. Donc oui, on a ici une personne qui s'occupe juste des vols, des assurances. Donc on est cette année et comme l'année passée, on a pu avoir une entente avec la compagnie aérienne qui fait la connexion Islande-Groenland. Sachez que c'est une seule compagnie aérienne, un seul vol par jour. C'est assez complexe parce que la saison est courte là, tout le monde va y aller entre juillet et août. Donc, on a pu bloquer déjà quelques sièges. Donc, pour ces parties, dès que le voyage est confirmé, on peut directement passer à cette étape-là. Puis, c'est important de passer à cette étape parce que ça nous est déjà arrivé que on a, par exemple, 8 personnes. Nous, on a encore la place, mais vraiment, l'avion est complet. On peut plus vous vendre les voyages parce qu'il n'y a pas notre façon de se rendre que dans cet avion, puis l'avion est complet. Donc, c'est pour ça que c'est super, super important de ne pas trop attendre à s'inscrire. Et nous, on s'occupe, on peut vous faire une soumission. Cependant, on est super flexible pour le vol Canada-Islande. Là, si vous voulez les payer avec votre point, vous voulez arriver avant, vous voulez partir après, vous voulez prolonger, vous voulez aller voir votre ami qui habite en France après et pas revenir au Canada. Il n'y a pas de problème. Là, on est super flexible. On va pouvoir s'adapter à ça. Mais c'est celui on est plus strict, puis c'est important de garantir puis réserver rapidement, c'est les vols entre l'Islande et le Groenland. Bon, ben, je ne veux pas vous retenir plus. Donc, je vous souhaite à tout le monde une belle soirée. Merci encore. Je vois encore les 20 participants qui sont toujours avec nous. Donc, merci d'avoir été avec nous ce soir. Et j'espère pouvoir vous croiser au Groenland ou ailleurs. Donc, merci encore. Merci Jean-Philippe. Merci Simon de rester aussi avec moi ce soir puis partager avec nous tous votre vision puis votre partage de Groenland. C'est très, très, très apprécié.